cybersécurité, les attaques sont classées par catégorie. Par catégorie, là, c'est les attaques de type man in the middle. C'est une attaque, l'attaquant, lui, il va infiltrer une conversation, Oui. il va infiltrer une communication entre deux Oui. autres, et les deux autres vont se dire qu'ils sont en train de communiquer directement. Oui. Or, lui, soit il vole les données, soit il espionne, soit Exactement. Là encore, il y a un service qui a été mis en place par les cybercriminels, parler de ransomware as a service. Donc, tu peux louer ton rançongiciel, aller infiltrer, infecter une entreprise, et même si tu n'as pas des connaissances poussées dans ces choses-là, c'est possible de le faire. Et c'est ça l'ensemble des défis que rencontre l'ensemble de nos entreprises. Et c'est justement pour ça que nous sommes là. Bienvenue à cette édition de notre Cyberzone Talk où nous revenons avec un sujet extrêmement intéressant pour l'ensemble de nos entreprises, pour l'ensemble de notre économie qui est toujours plus connectée. Si vous êtes passionné de cybersécurité, c'est ici que ça se passe. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube surtout, parce que l'ensemble de ces contenus sont essentiellement publiés sur YouTube. Aujourd'hui, nous venons avec un sujet qui doit vous intéresser parce que, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, il est impossible pour vous de comprendre les cybercriminels sans comprendre leur mode opératoire. Il est impossible de comprendre leur mode opératoire sans essayer de disséquer et de dissocier l'ensemble des types d'attaques que nous pouvons rencontrer dans les systèmes d'information. Pour parler justement des types d'attaques en matière de cybersécurité, nous recevons un jeune extrêmement passionné des technologies puisqu'il est développeur, il développe les applications de toute nature. Il va revenir sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre de points, naturellement en ma compagnie, pour vous faire comprendre les types d'attaques dont nous pourrons faire face lorsque nous sommes responsables d'un système d'information. Mais avant, il va se présenter parce qu'il ne s'est pas encore prêté à ce petit jeu qui consiste justement à se présenter, à présenter aussi l'ensemble de ses motivations. Recevons tout simplement Rufin Padol, c'est justement, c'est ça, je me trompe pas? Oui, c'est Rufin Padol. Exactement. Salut Rufin et merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce plateau pour justement parler d'un sujet très très important pour nous. Bonjour à vous. Merci. Bon, aujourd'hui nous allons parler des types d'attaques en matière de cybersécurité, en matière d'informatique, mais avant d'arriver à cela, on aimerait une petite présentation, mais surtout d'où te vient cette volonté de te lancer en cybersécurité. Ok. Je suis Wadia Rufin, comme l'avait précisé. Oui. Je suis développeur en fait, je développe des applications web et mobile. Web et mobile. J'ai particulièrement voulu aussi augmenter cette compétence Oui. la cybersécurité parce que le domaine de l'informatique ici dans les universités, oui, ça n'évolue presque pas. Ça n'évolue presque pas, là c'est clair. Presque pas. Donc, du coup, vu qu'en première année, j'ai déjà plus évolué, je me suis lancé dans des formations. Dans des formations parallèles. Oui. Je me retrouve à aller encore à licence, revenir sur des notions que j'ai déjà abordées. Que tu as déjà eu. Ça risque de me freiner et si je suis pas vraiment engagé, je risque de me retrouver dans un milieu où avec des personnes qui sont moins compétentes que moi et je vais me dire que je suis déjà trop fort. Oui. Pourtant, en réalité, tu te mesures avec des personnes avec lesquelles il faut pas se mesurer. Justement. Oui. Et vu aussi que je me suis déjà entouré avec énormément de personnes qui ont beaucoup évolué dans le domaine de la programmation, j'ai continué à évoluer avec de leur côté. Oui. Donc, j'ai décidé de migrer aussi vers nous, m'occuper aussi avec le temps libre que j'ai. Oui. Parce qu'en journée, déjà, je pratique, je travaille déjà énormément avec plusieurs entreprises. D'ailleurs, je suis fondateur de l'entreprise Ben Nova. Exact. Du coup, j'ai décidé de augmenter parce que ça pourra aussi servir dans le contexte de mon entreprise. De ton entreprise. Donc, si on comprend bien, en dehors de ton cercle de développeurs où tu travailles avec des professionnels, où tu travailles sur des projets qui sont intéressants, tu te dis que bon, de toutes les façons, puisque tu as un peu de temps, autant consacrer ce peu de temps à une autre compétence qui pourrait toujours être intéressant. Non, ça c'est une pensée stratégique en fait. On sent quelqu'un qui pense directement business. Autant disposer de bonnes compétences avant qu'il ne soit trop tard, parce que à dépasser cet âge-ci, la responsabilité, ça va commencer à grimper. Ok, dis-nous comment est-ce que tu découvres Cyberzone et qu'est-ce qui te motive? Parce que avant que tu n'arrives ici, il faut avouer que on a beaucoup échangé, où tu as été dubitatif, ça il faut le mentionner, ça n'a pas été facile. Justement. En fait, je découvre Cyberzone
déjà sur Facebook. Oui. Parce que je suis plus actif sur Facebook. Sur Facebook. Que d'autres réseaux sociaux. Bon, j'étais en train de scroller, je découvre. Non, j'étais plutôt en train de faire des recherches aussi des centres de formation en cybersécurité. Oui. Et le centre de formation qui était plus mis en avant, c'était toujours Cyberzone. Oui. De façon, bon, le premier jour déjà, je vois Cyberzone, mais tu te dis, en fait, j'ai encore bien passé, j'aime plus entrer dans oui, en profondeur. J'ai encore en profondeur, je vois déjà les vidéos, oui, c'est intéressant. Et je me rends déjà aussi sur Google. Oui. Je visualise tout ce qui est à visualiser là-bas. Encore, j'étais déjà passé là-dessus, bon, ce qui était. Après, vu que Facebook remonte, oui. Par exemple, lorsque vous avez recommande en fonction des recherches que tu as eu à faire, oui. Bon, lorsque vous avez posté une vidéo concernant Canal Maltal, oui. J'ai encore revu, j'ai pris la peine de plus comprendre le processus de la formation. Oui. Et jusqu'à c'était pas tout. Plus tard encore, bon, c'est un peu comme si ça revenait. Oui, ça, c'est un peu comme si on t'a harcelé un peu avec ces informations. Pourtant, je faisais plein de recherches sur d'autres centres. Je ne tombais pas. Je suis tombé sur d'autres centres que j'ai visualisé leur programme de formation. Ce qui m'a découvert, c'est parce que lorsque je voyais le programme de formation déjà de la programmation, ça me donnait déjà un aperçu que si pour la programmation est faible, parce que déjà étant programmeur, je pouvais déjà comprendre. Donc, tu fais une forme d'analogie pour dire que s'ils proposent la programmation et que leur programme est très faible, ça veut dire que en cybersécurité, c'est pareil. Ça sera pareil. Ça sera pareil. Du coup, maintenant, j'ai vu vos campagnes publicitaires maintenant que vous avez lancé, c'est encore relevé. Là, je vous contacte maintenant, vous me donnez le programme, j'ai pris le programme, j'ai communiqué à certaines personnes. Ils m'ont confirmé que c'est bon et maintenant j'ai échangé avec vous. Et là, c'est là, on a beaucoup échangé. On a beaucoup échangé. Des questions et des questions. Et quand il y avait un demandant, est-ce que je peux d'abord venir assister à une séance pour voir si tout se passe convenablement? Oui. Et c'est justement ça qui est marquant sur toi. On m'a jamais fait ce type de demande en amont. C'est genre, est-ce que je peux venir assister à l'un de vos cours, voir comment ça marche avant de me lancer? Donc, on sentait cette espèce de prudence. C'est tout à fait normal d'être prudent avec tout ce que nous avons à l'extérieur. Bon, tu as vu les publicités à la télé, sur Facebook et tout ce qu'il y a autour. Maintenant, ça fait quelques mois que vous êtes là, ça fait quelques mois que vous progressez. Quelles sont maintenant tes impressions? Est-ce que tu estimes que petit à petit, nous sommes en train de cocher, comment je vais dire, les cases d'un bon centre de formation, ou bien pour toi, tu restes sur ta faim? En fait, petit à petit, dès le premier jour déjà, j'ai apprécié. Oui. Le premier jour, le modèle, comment est-ce qu'on a commencé? Et le professeur, particulièrement déjà, puisque l'impression du professeur donne déjà tout. Oui, là c'est clair. L'impression du professeur donne déjà tout, même si on comprend pas, on peut s'approcher. On peut s'approcher pour... J'ai vu l'échange avec les autres. C'est vrai que la première séance, c'était des notions que je connaissais. Oui, que tu connaissais donc le fait qu'on arrive à expliquer à certaines personnes qui ne comprennent pas, ça me permet de voir, bon, lorsqu'on va arriver à mon tour, forcément, tu seras en haut. Du coup, j'aime vraiment. Si ce n'était pas ça que moi, particulièrement, pour ceux qui me connaissent, si je reste quelque part. Ça veut dire que tu obtiens au moins. J'obtiens ce que je suis. C'est sûr que ça va évoluer. Parce que c'est dès le départ qu'on peut déjà donner un point de vue. Ce n'est pas à la fin. Si tu donnes à la fin, c'est que dès le départ, tu avais déjà. Exactement. Bon, si dès le départ, on est toujours là, on apprécie, c'est que vraiment. C'est que vous avez trouvé. C'est toujours très bien de l'entendre. Il faut noter que tout le monde est encore sur la phase introductive qui implique des connaissances, ou plutôt que tout ce qu'ils apprennent maintenant, ça va concerner l'administration réseau, ensuite l'administration système, enfin maintenant la virtualisation, ça c'est tout ce qui concerne la partie introductive. Et nous sommes encore sur ces parties introductives, mais déjà, nous avons soumis à votre appréciation, à votre, comment je vais dire, connaissance, un sujet sur lequel vous êtes censé travailler. Qu'est-ce que ça te fait de travailler sur un sujet qui ne relève pas de ta compétence, en fait? Déjà, c'est un peu comme un challenge. Oui. Tu te retrouves à faire énormément de recherches et de recherches que tu le fais même. Tu te dis que tu apprends. En fait, tu comprends, mais lorsque tu essayes puisque c'est quelque chose que tu dois devoir communiquer avec cette personne. Oui, avec d'autres personnes. Si tu dois répéter les paroles, en fait, là, ça ne peut pas. Là, ça ne peut pas. Tu te retrouves, il se suffit de comprendre ce qui ça explique. Et vu encore sur la cybersécurité, sur le domaine de l'information, nous, autres développeurs, se fait fréquemment attaquer. Et on là, c'est clair. Type d'attaque. Bon, forcément, on comprend. Le jour arrive, on explique, on essaye de rendre cela clair aux autres. Parce que le sensé, c'est
la communication révèle à ce que celui avec qui tu échanges doit comprendre exactement ce que tu dis. Si tu utilises des mots qui sont compliqués, pas compréhensibles, oui, ça ne marche pas. Et ce que tu es en train de soulever là est un point extrêmement important. Vois-tu, lorsque nous allons arriver sur les parties plus avancées en matière de cybersécurité, notamment le reporting, il y a cette communication qui est divisée pour plusieurs équipes en fait. On te dit, tu dois écrire un rapport qui doit être lu par la direction. Forcément, ils ne sont pas généralement des informaticiens. Et aussi un rapport qui doit être exploité par des techniciens. Comment est-ce que je fais pour parler en même temps à des personnes qui ne sont pas informaticiens pour leur dire ce qui s'est passé et aussi parler aux informaticiens qui doivent, exploiter mes trouvailles, mes données pour pouvoir corriger un certain nombre de problèmes. Donc, en matière de communication, il faut vraiment du travail pour pouvoir être à point. Parce que parfois, tu fais un bon travail, tu communiques mal. On te juge sur ce que tu as dit et non sur ce que tu as produit et inversement. Bon, le sujet de ce jour, c'est les types d'attaques en cybersécurité. Parlons justement de ces types d'attaques où tu es censé faire une espèce d'inventaire. Qu'est-ce que tu as eu à trouver comme type d'attaque dont une organisation, dont une application qui a été déployée sur Internet pourrait être victime? Qu'est-ce que tu as eu à trouver dans ce sens-là? Dans ce sens, premièrement, j'ai eu à me rendre compte que nous avons premièrement les catégories d'ingénierie sociale. Oui. Oui, et dans cette catégorie, donc, nous avons, on explique là-bas que le cybercriminel, oui, il se fait passer soit pour une personne de confiance, ou bien pour une organisation bien connue. Oui. Et il va essayer de jouer sur la psychologie. Sur la psychologie, pour la victime. Exactement. Il peut vous envoyer des SMS. Ou des emails. Des emails. On parle du phishing. Oui. Ou il peut faire par appel, ce qui est récurrent ici au Cameroun. Pour certaines personnes, ils se font passer par un tiers. Voilà. Ça, c'est un exemple patent. Justement. Oui. Parlant justement de ces attaques qui va exploiter la faiblesse humaine pour se propager à l'intérieur du réseau, j'ai eu un cas il y a quelques jours où une entreprise de cybersécurité cherche à recruter quelqu'un. Vous savez, en cybersécurité, très souvent on travaille en remote, tu n'as pas besoin d'être sur le site. Le candidat a eu à passer tout ce qu'il y a à passer lorsqu'on veut recruter, les entretiens, les tests techniques. Il a été plutôt bon et l'entreprise a même envoyé l'ordinateur de travail justement à ce travailleur-là. Mais c'était pas vraiment le profil qui a été soumis, ce n'était pas une personne vraiment derrière, c'était un groupe de cybercriminels extrêmement réputés. Donc tu vois ici, et comment ici s'en rendre compte dès l'instant où il donne l'accès. L'ordinateur vient étant déjà configuré pour pouvoir accéder à un certain nombre de réseaux. Dès l'instant où il accède à ces réseaux, il essaye par 2 reprises de déployer de malware dans ces réseaux. C'est ça qui attire l'attention pour dire que peut-être on s'est trompé. Et malheureusement, comme tu l'as dit, dans notre contexte, c'est l'attaque qui marche le plus. Tout simplement. Tu as pris le cas de Orange Money, quelqu'un t'appelle pour se faire passer pour un agent et demande de faire X ou Y manipulation. Dans les entreprises, il y a ceux qui vont se faire passer pour les responsables des entreprises, des contrôleurs. Bref, ça va prendre tous les sens et c'est un exemple qui, moi, me plaît en fait. On peut continuer. Ok. Il y a aussi la catégorie des attaques par réseau. Oui. Pour cette catégorie donc, il y a plus précisément 2 que j'ai pu mémoriser. Exact. Le DDoS. Oui. Distributed Denied Service. Exactement. Attaque par déni de service. Déni de service. Dans ce cas-ci, c'est déjà les attaques où, pour nous, déjà les développeurs, puisque c'est nous qui mettons les sites web. Oui. Des sites web et d'autres types d'applications. L'attaquant ici, il utilise plusieurs machines. Oui. Des machines infectées, des botnets. Oui. Où, à partir de cette machine, il va envoyer simultanément des requêtes sur un serveur. Sur un serveur précis. Dans le but de saturer le serveur jusqu'à le rendre totalement indisponible. Là, c'est clair. Et pour une entreprise, un service déjà pour les entreprises qui tournent autour de leurs services. Oui. On peut prendre le cas des banques, par exemple. Puisque nous utilisons des applications, des sites web pour nous connecter à l'ensemble de nos banques. On peut prendre le cas des sites de e-commerce où nous allons pour acheter des articles et tout ce qu'il y a autour. Et parfois même
des sites d'information. Tu comprends. Et il y a tout un, comment je vais dire, tout un flou autour de ce sujet qui reste incompris dans notre contexte. À noter que c'est l'une des attaques les plus redoutables qui soit. Parce que lorsque tu es pris en partie par ceux qui utilisent des techniques d'attaque de DDoS, forcément, tu ne sais pas comment faire. Parce que puisqu'il y a en amont plusieurs ordinateurs qui ont été infectés, qu'est-ce qui se passe? Normalement, pour pouvoir bloquer les requêtes, tu dois savoir que la requête vient de tel endroit, de tel pays ou je ne sais pas trop. Et pourtant, ça vient de partout. C'est ça qui rend ça compliqué. Plus encore, tout récemment, il y a des cybercriminels qui ont mis en place un service qu'ils appellent du DDoS à ces services. Donc, tout comme toi, tu pars sur Internet pour louer un serveur. Tout simplement, il est possible de louer des infrastructures de cybercriminels que tu vas juste décharger contre une cible précise. Tu dis par exemple que je veux je veux utiliser votre infrastructure pendant, je dis n'importe quoi, 30 minutes. On te dit que pendant 30 minutes, tu pourras envoyer tel nombre de requêtes. Tu achètes $100, $50, c'est pas souvent trop cher. Donc, tu vois la complexité de ces types d'attaques et sa complexité réside aussi sur le fait que généralement, ça vient de partout et tu ne sais pas qui bloquer, tout simplement. C'est là maintenant pour les requêtes qui sont fiables. Oui, tu ne peux plus dissocier les requêtes fiables des requêtes qui ne sont pas fiables. Et tout récemment, il y a des serveurs de Google qui avaient été attaqués. Je pense que c'était dans les années 2017 où on parlait des milliards de requêtes en quelques secondes, en fait. Donc, imagine, par exemple, si on prend les requêtes journalières de Google ou bien des requêtes hebdomadaires, imagine recevoir toutes tes requêtes hebdomadaires en 3 secondes ou quelque chose du genre. Forcément, ça sera pas de tout repos. En cela aussi, ça ajoute le modèle déjà que je pense pour les couples, c'est ce qu'ils aimeraient avoir. Oui. Les MITM. Oui. MITM, les attaques de type man in the middle. Ce type d'attaque, l'attaquant, lui, il va infiltrer une conversation. Oui. Il va infiltrer une communication entre deux autres. Et les deux autres vont se dire qu'ils sont en train de communiquer directement. Oui. Or, lui, soit il vole les données, soit il espionne, soit Exactement. il modifie même. Le PP, il peut modifier la communication. Exactement. Modifier la communication. Et ça va au-delà parce que lorsqu'on parle généralement des attaques de type man in the middle, on voit souvent ça comme quelque chose de complexe. Dans un futur proche, nous allons voir de manière assez simple comment ces types d'attaques sont mises en place. Par exemple, pour vous qui bâtissez des sites web, vous allez voir combien ça peut être si simple d'intercepter l'ensemble des requêtes qui arrivent. Et parmi ces requêtes, ça peut être les informations d'utilisateurs qui viennent se connecter sur le site. Ça peut être dans le cas des applications de messagerie que nous utilisons. Mais très souvent, ces attaques sont aussi utilisées dans les entreprises où quelqu'un essaye tout simplement d'écouter l'ensemble du trafic de votre entreprise. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, imaginez que tout ce que vous êtes en train de faire à l'intérieur de votre entreprise soit tout simplement écouté par un individu. Donc, c'est aussi une attaque très, très, très intéressante à implémenter, à démontrer aussi aux responsables de nos entreprises pour qu'ils voient combien les cybercriminels ne manquent pas d'imagination pour pouvoir arriver à leur fin. Pour une autre catégorie, nous allons parler des attaques applicatives. Oui. Pour les attaques applicatives, là, on va prendre par exemple le SQLi. Et oui, les injections. SQL. L'attaquant, lui, va injecter du code SQL. Malveillant. Malveillant. Champ de saisie d'une application. Oui. Et il pourra soit accès à la base, il pourra avoir accès à la base de données. Accès à la base de données. Collecter les informations. Collecter les informations. Oui. Et avoir à accéder aux comptes dont il ne devrait pas accéder. Justement. Parce que lorsqu'on parle des attaques de type d'injection, c'est une catégorie d'attaque qui est extrêmement vaste et c'est aussi une catégorie d'attaque compliquée à comment je vais dire, à s'en protéger. Parce que quoi, lorsque je crée une application web, par défaut, c'est pour appeler les gens de venir là-dessus. Lorsque je crée une application mobile, par défaut, tu aimerais avoir le maximum d'utilisateurs. Or,
lorsqu'ils arrivent, ils vont essayer d'abuser de ton application via les inputs, l'ensemble des inputs utilisateurs. Par exemple, les champs où ils doivent créer les noms d'utilisateurs, enregistrer leur compte, des champs où ils doivent filtrer des recherches. Ce sont justement des points sur lesquels ils vont se concentrer en essayant de communiquer de manière abusive avec la base de données qui est derrière. Quand on parle d'injection, on peut quitter des injections SQL pour parler des injections HTML, des injections de code. Ça va prendre toute une autre tournure et parfois à partir d'un point d'entrée qui n'a pas été filtré, vous allez voir toute une infrastructure être mise en déroute par des cybercriminels. Il suffit juste qu'ils s'y concentrent et qu'ils donnent suffisamment de temps à ce qu'ils sont en train de faire, parce que parfois c'est juste une question de temps et le reste, ça marche. Okay. On ajoute aussi cela des types d'attaques XSS. Oui, du XSS qui rentre dans le cadre des injections. Oui. Là, on évite plutôt du code de JavaScript. Exactement. Et à partir de ça, il pourra voler des sections. Voler des sections, oui. Voler des cookies, rediriger les utilisateurs. Et c'est très souvent ça qui est utilisé dans notre cas. Je pense que tous ceux qui vont sur Internet, vous vous êtes déjà rendu compte que parfois tu essayes d'aller sur un site ou bien tu pars sur un site et lorsque tu cliques, ça te redirige sur un autre site. Ce sont des variantes des attaques de type XSS qui sont des sujets sur lesquels les utilisateurs doivent être sensibilisés, parce que on doit savoir comprendre quand ça ne va pas, quand ce n'est plus en train de marcher. Les utilisateurs doivent comprendre cela. Et même vous, les développeurs, c'est toujours bien de développer une application en ayant conscience des points qui pourraient constituer des points à problème, en fait, et d'y accorder une attention, ce qui vous permet d'implémenter des mesures de sécurité pour pouvoir éviter ces types d'attaques. Maintenant, on va aussi parler de la catégorie des attaques par mot de passe. Oui. Le mot de passe, là, il nous avons je pense, force boot. Oui. Où l'utilisateur va tester plusieurs combinaisons. Plusieurs combinaisons. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser 1, 2, 3, 4, 5, bon, ils vont passer. Par exemple, oui. Ils vont forcément passer en premier. Il va tester les mots de passe couramment utilisés. Là, c'est clair, couramment utilisé. Pour pouvoir accéder à ton compte. À ton compte d'utilisateur. Généralement, dans les entreprises, ceci se fait avec beaucoup de facilité. Parfois, avec des accès SSH qui sont encore parfois comment je vais dire, protégés par mot de passe, c'est facile de pouvoir brute forcer. Parfois même avec des formulaires, et nous allons le voir, comment est-ce que quelqu'un peut arriver sur un formulaire et essayer de tester maintenant une espèce de combinaison de mots de passe qu'il va, en fait, ça va de soi. Mais ce qu'il faut noter, c'est que pour qu'un pirate informatique tombe sur des dictionnaires, parce que à la base il y a des dictionnaires qui servent justement de base pour pouvoir tester l'ensemble de ces possibilités là. Parfois ils prennent juste des dictionnaires qui sont sur Internet, et sur votre machine d'attaque qui est calée, vous allez voir qu'il y a un dictionnaire RockYou avec plusieurs milliards de mots de passe. Quelque chose qui est là. Mais les pirates informatiques les plus avancés, eux, ils vont créer leur propre dictionnaire en fonction des réalités d'une entreprise spécifique. Ceci leur permet d'augmenter leurs chances de pouvoir compromettre vos comptes en passant tout simplement par ces types d'attaques, tout simplement. Comme vous l'avez précisé, les dictionnaires, ce sont des mots de passe déjà listés qui vont juste utiliser. Nous parlons aussi des attaques je pense bien, ce type d'attaque où plutôt ils vont utiliser des identifiants qu'ils ont prélevés de d'autres comptes. Oui. Il a pu avoir accès à ton compte. À ton compte. LinkedIn. Oui. À partir de ça, il y a des fortes chances que tu as utilisé même que tu utilises. Exact. À partir de ça, il va pouvoir. Tout ce qu'il va faire, c'est d'essayer de réutiliser l'ensemble de ces mots de passe sur des services. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent qu'il faut éviter de réutiliser ces mots de passe sur l'ensemble des services, parce que lorsque le pirate informatique tombe sur un mot de passe, forcément, il va essayer de tester d'autres services pour voir si forcément c'est un même mot de passe. Et si c'est un même mot de passe, forcément, ça sera pas cool, en fait. Maintenant, on va aussi ajouter à ça ce type d'attaque où j'ai vraiment pris la peine de plus m'attarder, c'était le 0D. Oui. Le 0D, puisqu'on disait là-bas, ce sont plutôt des failles où l'éditeur du logiciel, exact, il n'a aucune idée. Oui. Bon, lui, particulièrement, il sait même pas. Bon, lorsque le cyberattaque arrive à implémenter ce type
Oui. Ça peut prendre des jours, voire des années pour prouver, puisqu'on n'a pouvoir pas créer. le service peut être même abandonné. Oui, lorsque vous allez vous rendre compte, et ça représente tout un sujet extrêmement large, comprendre comment les vulnérabilités sont déclarées, comment c'est traité lorsque c'est déclaré. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit pour des États, que ce soit pour des entreprises spécifiques, il y a des équipes, des chercheurs dont le rôle est de trouver des vulnérabilités sur des solutions grand public que nous utilisons. Ça peut être, par exemple, je dis n'importe quoi, le back office, qui est une solution que nous utilisons tous. Ça peut être des applications comme WhatsApp que nous utilisons tous. À noter que plus une application est populaire, plus cette application suscite de l'intérêt pour ces chercheurs, parce qu'ils savent que dès qu'il y aura une faille de trouver là-dessus, forcément, ça va impliquer plusieurs utilisateurs. Maintenant, lorsque c'est un État qui tombe sur une vulnérabilité dont personne n'a connaissance, qu'est-ce que l'État fait? Lorsque c'est une entreprise, qu'est-ce que cette entreprise fait? Tout ceci va dépendre de l'intérêt de l'État ou de l'entreprise. Nous allons prendre le cas de Eternal Blue, qui est une vulnérabilité qui a fait beaucoup de dégâts dans le monde, justement parce que ça a touché du Windows, et tu sais que Windows, c'est le système d'exploitation c'est le système d'exploitation par excellence. Donc, lorsque, justement, les services de renseignement américains ont découvert cette vulnérabilité, au lieu de signaler pour qu'on puisse trouver des solutions, des patchs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé cette vulnérabilité pour eux et ont utilisé des solutions sur mesure pour exploiter ces vulnérabilités à travers le monde, espionner, contrôler tout ce qui tourne autour. Donc, forcément, ceux qui travaillent sur ces sujets de 0D, ceux qui s'emploient à trouver ces vulnérabilités, ça peut être des personnes qui vont signaler ces vulnérabilités à l'ensemble des éditeurs pour que des solutions puissent être trouvées rapidement, tout comme ça peut être des personnes qui travaillent pour des intérêts privés. Et dans ce cas, généralement, ils ne déclarent pas l'ensemble de leurs trouvailles. Ça représente aussi l'une des spécialités en cybersécurité qui est intéressant. Tous ceux qui font de la recherche d'exploits, tous ceux qui écrivent les exploits, tous ceux qui font de la recherche sur les vulnérabilités liées à des solutions spécifiques, c'est, je crois, l'une des spécialités en matière de cybersécurité les plus complexes qui soit. Parce que quoi? Déjà, passer sa vie en tant que développeur, c'est pas une très bonne chose. Tu es développeur, tu sais que passer sa vie derrière l'ordinateur, c'est pas cool. Mais là encore, passer sa vie non pas en tant que développeur pour des solutions, mais de passer son temps à revoir les codes sources des solutions, des applications pour pouvoir détecter les moindres erreurs qui soient. Et maintenant, faire un rapport. Crois-moi, c'est pas tout le monde qui aime faire ça. Bon, je pense que nous sommes au thème. As-tu encore quelque chose à rajouter? On peut aussi parler de ransomware. Voilà. Les rançongiciels, ça, il faut, je pense aussi que ça fait partie des malwares les plus utilisés. Ça fait partie des types d'attaques aussi qui sont très utilisés dans le monde informatique. Pourquoi? Parce que c'est facile. Là encore, il y a un service qui a été mis en place par les cybercriminels, parler de ransomware as a service. Donc, tu peux louer ton rançongiciel, aller infiltrer, infecter une entreprise, et même si tu n'as pas de connaissances poussées dans ces choses-là, c'est possible de le faire. Et c'est ça l'ensemble des défis que rencontrent l'ensemble de nos entreprises. Et c'est justement pour ça que nous sommes là, pour essayer de prévenir ces attaques en amont avant que ça n'arrive, en fait. Donc c'est exactement ça. Donc tout ceci constitue un sujet sur lequel nous allons revenir de manière beaucoup plus structurée et beaucoup plus détaillée, parce que le cycle de détection, de découverte de vulnérabilité, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir patcher les vulnérabilités et tout ce qu'il y a autour, ça représente un sujet d'intérêt, un sujet principal pour l'ensemble de nos entreprises. Nous remercions Rufin d'avoir accepté notre invitation, mais surtout d'avoir su nous donner beaucoup beaucoup de son temps, parce qu'on sent que tu as cherché, tu as fait des recherches sur le sujet. Une chose est sûre, une fois qu'on fera les cours autour de ces sujets, tu vas voir, ça va devenir beaucoup plus évident, beaucoup plus simple, et nous espérons te revoir le plus tôt possible. Merci beaucoup, Rufin. Merci aussi. Merci.